Quelles sont les stratégies d'insertion des anciens travailleurs de la MINUSMA? C'est l'épisode 2 de notre série de la semaine sur le processus de retrait de la mission onusienne du Mali. 45 journalistes ont été tués, plus de 500 détenus dans des prisons à travers le monde et une vingtaine en captivité par des groupes terroristes. C'est ce qu'on peut retenir du bilan 2023 de Reporters sans frontières décortiqué dans ce journal. En sport, nous parlerons des forfaits sur blessure dans le nid des aigles à moins d'un mois de la CAN en Côte d'Ivoire. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 1945. D'ici le 31 décembre 2023, la mission onusienne va quitter le Mali. Plusieurs de ses employés, dont des milliers de Maliens, ont déjà perdu leur travail. Dans le second épisode de notre série consacrée au départ de la MINUSMA, nous nous intéressons aux stratégies d'insertion de ces anciens travailleurs. Soumaïla Fani. Avec le départ de la MINUSMA, environ 6 361 emplois nationaux, dont 3 390 emplois directs et 2 971 emplois indirects seront affectés, selon un document fourni par la mission onusienne. Dans un entretien accordé au journal du Mali, le chef de la MINUSMA, El Ghazim Wan, a reconnu qu'il y a des limites à ce qu'ils peuvent faire pour les personnels nationaux et internationaux, et cela notamment à cause du fait que le retrait est intervenu de manière abrupte et a dû être exécuté dans des délais très courts. De son côté, le gouvernement de la transition a pris un certain nombre de mesures, parmi lesquelles l'élaboration d'une stratégie d'insertion des anciens travailleurs de la MINUSMA. C'est vrai qu'il y a des personnels qui sont déjà des fonctionnaires. Ils sont en détachement ou en disponibilité. Comment faire en sorte que ces personnes-là puissent retourner rapidement dans leur service d'origine? Pour eux, il y a moins de problèmes. Parce que le processus consiste à diligenter leur retour en activité. Mais pour ceux-là, alors qu'ils ne sont pas des fonctionnaires, il s'agit de les apprendre à se reconvertir, de les apprendre des métiers, de les inculquer des notions de l'entrepreneuriat. Donc pour qu'ils puissent vraiment avoir la capacité d'entreprendre. Ce n'est pas ça seulement. Et ça, s'ils sont formés, ils ont été formés de façon technique dans les centres de formation professionnelle. On les a donné des notions d'entrepreneuriat. Il s'agit de les mettre en relation avec les institutions de microfinance. Ils vont élaborer des projets que ces structures financières-là vont financer, en fait, de leur permettre vraiment de s'installer à leur propre compte. Déjà, selon l'organisation des jeunes patrons, beaucoup de ces anciens travailleurs de la MINUSMA, à travers leurs compétences, ont déjà emprunté d'autres voies. Beaucoup qui ont développé une expertise internationale et qui sont parvenus à se redéployer dans d'autres missions. Donc ça, c'est déjà dû à leurs propres compétences. En fait, il n'y a pas eu besoin d'assister ces gens-là qui ont de l'expertise, qui ont de l'expérience et qui sont parvenus à se trouver de l'emploi. Ensuite, il y a d'autres qui aussi peuvent intégrer les différents concours que l'État aujourd'hui est amené à organiser. Il y en a certains qui pourraient être dans la force de défense de la sécurité, il y a d'autres qui vont peut-être se présenter au concours de la magistrature, des huissiers de justice, etc., etc. Donc, en fait, à ce niveau également, je ne me fais pas de soucis dans la mesure où, justement, beaucoup d'entre eux ont cette compétence, ont cette expertise-là. Un autre fait qui n'est pas le moindre et qui constitue une inquiétude pour certains de ces anciens travailleurs porte sur le paiement des échanges de leurs prêts auprès des banques. Pour ces travailleurs, donc, il y a un protocole d'accord en vue donc, pour pouvoir atténuer le remboursement alors des créances qu'ils ont contactées auprès des banques. Ça fait partie de la stratégie, donc pour pouvoir les aider à rembourser de façon à ce que ça ne pèse pas trop sur eux, rembourser ces encours-là. Au-delà de ces aspects, selon lui, cette stratégie dont l'objectif est d'amoindrir l'impact socio-économique de ce retrait de la MINUSMA permet aussi d'atténuer les problèmes liés à la fourniture des services sociaux de base pour la population des localités concernées. Éducation à présent, la synergie des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016, qui regroupe de nombreux syndicats, a décidé de ne pas participer à une rencontre d'échange au cours de laquelle il sera question de l'organisation des États généraux de l'éducation.
Elle a été invitée à cette rencontre par le ministère de l'Éducation nationale dans une lettre en date du 8 décembre 2023. Qu'est-ce qui a motivé ce rejet? Écoutons Ousmane Almoudou, porte-parole de la Synergie, au micro de Soumaïla Fani. Le communiqué fait suite à une décision du ministère de l'Éducation nationale qui organise une rencontre d'échange sur la question enseignante. Nous avons reçu la décision et nous avons vu que dans la décision, nous, en tant que regroupement de 7 syndicats, on nous demande de représenter, d'envoyer un représentant. Donc, nous nous sommes dit que ce n'est pas représentatif. Ensuite, il y a l'autre chose qu'on a vu que la rencontre tourne autour, n'est-ce pas, de la Commission nationale d'organisation des États généraux de l'éducation. Et nous, syndicats de l'éducation, depuis que ce processus a commencé, en tout cas depuis l'annonce que le président a faite à CAI, nous, on n'a jamais été associés à aucune rencontre, en tout cas concernant cette question-là. Nous nous sommes dit que le fait de nous inviter à la dernière minute pour participer à une thématique, parce que c'est une thématique, c'est une manière de nous mettre devant le fait accompli. Voilà que nous nous sommes dit que ce n'est pas la peine pour nous d'aller diluer nos propos dans une masse, parce que quand vous regardez quand même la décision, c'est un monde qui a été invité. Et parmi ce monde-là, il n'y a qu'un représentant des syndicats de l'éducation. Donc, parlant au nom des enseignants, nous avons estimé que ce n'est pas représentatif et que le fait que nous n'avons pas été associés à tout ce processus-là jusqu'à ce niveau-là, ce n'est pas la peine pour nous. Voilà pourquoi nous avons décidé, dans le communiqué, de ne pas participer effectivement à cette rencontre d'échange. Selon le bilan annuel établi par Reporters sans frontières, 45 journalistes ont été tués. Un bilan en baisse malgré la situation au Proche-Orient. Au Mali, 4 journalistes sont toujours en captivité. Paul Yapinguesson. Selon Reporters sans frontières, le nombre de journalistes tués durant l'exercice de leur métier est au nombre de 45 au 1er décembre 2023. Dans le monde, 521 journalistes sont derrière les barreaux pour des raisons arbitraires liées à leur profession. Au moins 54 professionnels des médias sont actuellement retenus en otage en Syrie, en Irak, au Yémen, au Mexique et au Mali. Près de la moitié de ces journalistes, 25 au total, ont été enlevés par le groupe État islamique en Iran et en Syrie entre 2013 et 2015. Le nombre de journalistes retenus en otage comptabilisé en 2023 est le plus bas de ceux enregistrés depuis 2017. Sur les 16 journalistes enlevés en 2023, 4 sont toujours en captivité au Mali. Olivier Dubois a été otage pendant 711 jours. Le reporter a été kidnappé par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JIM, le 8 avril 2021 à Gao et a été libéré le 20 mars 2023. Le soulagement de cette libération a été de courte durée, non loin de Gao, et alors qu'il s'y rendait pour une formation. Le directeur et animateur de Radio Coton FM, Salek Akdjibou et Mustafa Kone ont été enlevés le 7 novembre dernier au cours d'une attaque d'un groupe armé qui a coûté la vie au journaliste de la radio communautaire Nata, Abdul Aziz Djibrila. La rançon réclamée aux familles serait passée en quelques semaines de 3 millions de francs CFA par journaliste à 4 millions de francs CFA. Selon des sources de RSF, celle-ci indique également que les kidnappeurs auraient déplacé les 2 journalistes par crainte d'être retrouvés par des militaires en patrouille dans la zone. Leur enlèvement porte à 4 le nombre de journalistes des radios communautaires aux mains de ravisseurs. Pour rappel, les journalistes Amadou Nialibouli et Moussa Mbanadiko ont été enlevés respectivement le 27 septembre 2020 à Somadougou, dans la région de Mopti, au centre du pays, et le 18 avril 2021 dans la localité de Boni, dans le centre-est. Quant aux journalistes portés disparus, ils sont au nombre de 84, dont Birama Touré, porté disparu depuis janvier 2016. Les pays en tête du classement sont le Mexique, la Syrie, le Kosovo et la Colombie. Quant à la Chine, la Russie et la Birmanie, ces 3 pays comptabilisent le plus grand nombre de journalistes emprisonnés dans le monde. 521 professionnels des médias commenceront l'année 2024 derrière les barreaux. Ils étaient 559 en 2022. Cette année encore, la Chine reste la plus grande prison du monde pour les journalistes. 121 professionnels des médias sont enfermés dans des zones chinois, dont 12 à Hong Kong et 42 à Xinjiang, soit près d'un quart de la totalité des journalistes détenus dans le monde. Direction le Sénégal. Le juge du tribunal de Dakar a ordonné la réintégration de Ousmane Sonko, principal opposant du président Macky Sall, dans les listes électorales. Après délibération ce jeudi 14 décembre du tribunal de première instance de Dakar, relançant ainsi sa candidature à la présidentielle de 2024. Il a désormais jusqu'au 26 décembre pour déposer sa candidature et recueillir ses parrainages.
Pour rappel, M. Sonko avait été radié des listes électorales en août dernier, peu de temps après avoir été condamné à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Aux États-Unis, le Congrès américain à majorité républicaine a approuvé mercredi 13 décembre l'ouverture formelle d'une enquête en destitution de Joe Biden. 221 représentants républicains ont voté en faveur de la résolution, tandis que 212 représentants démocrates s'y sont opposés. L'ouverture de cette enquête est surtout motivée par les affaires controversées de Hunter Biden, fils du président à l'étranger, mais jugé complètement infondé par les démocrates. Hunter Biden a, lors d'une conférence de presse, assuré que son père n'avait rien à voir avec ces affaires. Sport football. À un mois du début de la CAN, l'inquiétude grandit au sein du Nid des Aigles. Un nouveau forfait pour cause de blessure a été constaté. Le point avec Assetoumani Koulibaly. À un mois de la Coupe d'Afrique des Nations, le sélectionneur Éric Sékouchel doit de nouveau revoir ses plans. Plusieurs joueurs importants de son dispositif ne seront pas du voyage en Côte d'Ivoire. Blessé à la cuisse, le virevoltant ailier Adama Traoré dit Malouda a été opéré mardi 12 décembre en Finlande. Sa durée d'indisponibilité est évaluée entre 3 à 4 mois. Une mauvaise nouvelle, après déjà celle sur l'indisponibilité de Cheikh Doucouré, blessé il y a 2 semaines, alors que le sélectionneur Éric Sékouchel s'enthousiasmait de pouvoir compter sur l'un des meilleurs milieux de terrain. Désigné par les fans meilleur joueur de Crystal Palace la saison dernière, Doucouré, lors du match de son club contre Luton Town, subit une blessure au tendon d'Achille. Selon son entraîneur Roy Hodgson, qui s'est exprimé là-dessus, la blessure risque notamment de priver le joueur de compétition pendant les 6 prochains mois. L'attaquant Ibrahima Koné est, selon des informations, lui aussi déjà out pour la CAN. Il s'est grièvement blessé mi-octobre lors du match Mali-Ouganda. El Bilal Touré pourrait lui aussi manquer la compétition. Blessé depuis le début de la saison, il est en pleine rééducation, mais selon le médecin de la sélection nationale, le suivi de la santé du joueur se poursuit avec un risque élevé de ne pas participer à la CAN. Toutefois, Sékou Koïta, lui aussi longtemps blessé, devrait bien être présent. Il est de retour à la compétition. Celui qui est surnommé l'enfant de Kita est entré en jeu hier mercredi à la 55e minute de jeu lors de la rencontre opposant son club de Salzbourg au Benfica Lisbonne. Et on termine avec la une du Journal du Mali. El Gassim Wan a un retrait complexe, titre l'hebdomadaire cette semaine. La rétrocession des bases de la mission, polémique dans la région de Kidal, l'après 31 décembre, la phase de liquidation ou encore le rapport de Moura. Le chef de la MINUSMA fait le point pour la dernière fois dans une interview exclusive à lire et télécharger sur www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs, et merci d'avoir suivi ce 1945. Le rendez-vous est pris pour demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir à tous.